Bonjour, vous écoutez le podcast de la Croquette. Suivez-moi. Aujourd'hui, je vous emmène à la préhistoire. Notre belle planète bleue a 4 milliards d'années et demi. 4 milliards et demi d'histoire. C'est beaucoup plus que nous, les humains. Nous ne représentons encore qu'une infime partie de l'histoire de la Terre, puisque notre évolution n'a commencé qu'il y a 2,5 millions d'années. Nous appelons cette période préhistoire ou encore âge de pierre, et nous la divisons en 3 périodes archéologiques: le paléolithique, le mésolithique et le néolithique. Durant cette très longue période qui a précédé l'Antiquité, les différentes espèces humaines qui se sont succédées et parfois côtoyées ont mis au point des outils destinés à la chasse, découvert le feu, inventé l'agriculture et aussi l'art et la religion. Ces deux derniers sont intimement liés à ce qui distingue de manière indiscutable l'homme de l'animal: les rites funéraires. En préambule, je précise que la connaissance que nous avons des rites préhistoriques découle de la découverte de vestiges de cette époque. Il s'agit de déduction et non d'une science exacte. En effet, même si nous savons ce qu'ils faisaient, eux seuls pourraient nous expliquer pourquoi ils le faisaient. La datation elle-même est approximative. N'oublions pas que nous parlons de l'âge de pierre. Commençons donc par la première période de la préhistoire, qui est également la plus longue, le paléolithique, littéralement âge de la pierre ancienne. C'est aussi, bien entendu, celle qui a vu apparaître l'homme. L'homme avec un grand H. L'homme, un hominidé comme le singe. Mais les singes ne sont pas nos ancêtres, nous le savons aujourd'hui. Les singes sont en réalité nos cousins, puisque nos espèces descendent bien d'un ancêtre commun. Il s'agit non pas d'un singe, mais d'un hominoïde, dont on trouve des traces vieilles de 10 millions d'années. Il a évolué en 2 lignées. D'un côté les singes, de l'autre les humains. C'est en Afrique que tout commence. Ce continent que l'on nomme à juste titre le berceau de l'humanité. C'est là que vivaient les australopithèques, ce groupe d'hominidés que l'on connaît notamment grâce à Lucie, dont on a longtemps pensé qu'elle était notre mère à tous, jusqu'à la découverte de Littlefoot en 1994. Or, il se trouve que nous ne descendons pas des australopithèques, mais d'un autre groupe, les Homos. L'Afrique n'abritait pas seulement des australopithèques et des Homos, mais également un autre groupe d'hominidés moins connus, les paranthropes. Les australopithèques et les paranthropes ont fini par disparaître, supplantés par les Homos. Homo habilis est le premier représentant de cette lignée qui mène jusqu'à nous. Il est suivi d'Homo ergaster. Ces deux espèces commencent à voyager à travers l'Europe et l'Asie, où l'on retrouve ensuite les traces d'Homo georgicus et d'Homo antecessor. Bien plus tard, c'est Homo néanderthalensis que nous connaissons mieux sous le nom d'homme de Néandertal, qui cohabite avec Homo sapiens et mêle ses gènes avec les siens, qui sont les nôtres, avant de s'éteindre. Au Paléolithique, les hommes, quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent, sont des chasseurs-cueilleurs. Peut-être vivent-ils dans des grottes, ou tout du moins y installent-ils leur base, d'où leur surnom d'hommes des cavernes. Mais en nomades aguerris, ils campent assurément. Ils créent et désertent leur camp, probablement en fonction des ressources, mais aussi au gré des saisons. Les premières preuves des pratiques funéraires préhistoriques proviennent à la fois des Néandertaliens et des Homo sapiens. Elles datent du Paléolithique moyen, soit la période comprise entre 250 000 et 40 000 ans avant Jésus-Christ. Des restes plus anciens sont découverts dans des grottes, sans que l'on sache s'il s'agit d'inhumations volontaires ou tout simplement des conséquences de la glaciation. Si les rites funéraires sont probablement antérieurs au Paléolithique moyen, c'est tout au moins à cet âge de l'humanité qu'ils prennent leur essor. Environ 200 squelettes,
sapiens et néandertaliens confondus, sont retrouvés et étudiés. Le Paléolithique supérieur voit l'apparition d'ornements funéraires, pierres et os d'animaux. On retrouve par exemple des sépultures recouvertes d'omoplates de mammouth. On constate qu'un soin particulier est apporté au corps, qui est parfois recouvert d'ocre jaune ou rouge. Ce dernier peut porter des bijoux fabriqués avec des dents de cerf ou de renard, des perles d'ivoire, des coquilles d'escargot ou encore des coquillages. Certains restes humains sont mélangés avec des ossements d'animaux, sans que l'on sache avec certitude s'il s'agit de sacrifices rituels ou tout simplement de l'intervention de charognards, ayant déterré les corps pour les dévorer et en abandonner les parties non comestibles. Au Mésolithique, soit entre 10 000 et 6 000 ans avant Jésus-Christ, les chasseurs-cueilleurs développent de nouvelles technologies, notamment dans le domaine du matériel de chasse et de pêche. Les arcs et les flèches deviennent communs. La fin de l'ère glaciaire permet d'exploiter davantage les ressources aquatiques. Avec la reforestation, le petit gibier remplace peu à peu les grands troupeaux. Les sépultures du Mésolithique marquent le passage de tombes isolées ou en petits groupes à de grands cimetières. Sans qu'un modèle particulier se dessine, on constate des variations au niveau de la position des corps ou encore de l'orientation des sépultures. L'ocre rouge est utilisé de manière récurrente, sans qu'il soit possible de dire si c'est à des fins religieuses ou pour de supposées vertus conservatrices. Même si les grottes sont abandonnées au profit des nécropoles de plein air, les pratiques funéraires du Mésolithique ne sont pas très différentes de celles du Paléolithique supérieur. Il est possible de voir là la persistance d'une certaine forme de spiritualité en rapport avec la croyance en une vie après la mort. On estime que la durée moyenne de la vie au Mésolithique ne dépasse pas 26 ans. Cependant, les individus qui parviennent à passer ce cap peuvent atteindre la trentaine, voire la quarantaine pour les femmes et la cinquantaine pour les hommes. Ces derniers peuvent même exceptionnellement dépasser la soixantaine. Contrairement à aujourd'hui, il est établi que les hommes préhistoriques vivent plus longtemps que les femmes. Bien sûr, on ne peut pas imputer cette différence à une mauvaise hygiène de vie ou à la consommation de substances toxiques. Il s'agit plus vraisemblablement des conséquences de grossesses très précoces, puisque les jeunes préhistoriennes sont à même de concevoir dès l'âge de 12 ans, ce qui entraîne un fort taux de mortalité en couche. Ainsi sans doute qu'à une plus grande vulnérabilité des femmes aux éléments extérieurs. Nous arrivons à présent au Néolithique, la dernière période de la préhistoire, qui se situe juste avant l'Antiquité et qui s'étend entre moins 6000 et moins 3000 avant Jésus-Christ. Les chasseurs-cueilleurs sont à présent devenus des éleveurs-cultivateurs. Sédentaires, ils élèvent des bœufs, des porcs et des moutons, et font pousser des fèves, des pois et même du lin dont ils font des tissus. Leurs armes ainsi que leurs outils se sont perfectionnés, et ils maîtrisent l'art de la poterie. Les pratiques funéraires se diversifient et vont de l'inhumation individuelle ou collective à la crémation, en passant par l'excarnation, l'immersion ou encore les corps momifiés dans les tourbières. Lorsqu'on imagine les rites préhistoriques, la première image qui vient à l'esprit est celle d'un chaman vêtu de peau de bête et coiffé de bois de cerf. S'il est indéniable que le chamanisme qui a été pratiqué sur tous les continents est à la source des premières religions, on ignore en revanche à quelle époque il prend la sienne. Le chamanisme préhistorique a peut-être existé. C'est en tout cas la thèse avancée par le préhistorien et spécialiste de l'art pariétal français Jean Clotte et l'archéologue sud-africain David Lewis Williams dans leur essai « Les chamans de la préhistoire » paru en 1996. Là où certains spécialistes voient une expression artistique, les peintures préhistoriques sont pour eux la représentation de la transe chamanique, un voyage intérieur qui se déroule dans un état de conscience altéré par le jeûne, la danse ou encore l'absorption de substances hallucinogènes. Il n'existe à l'heure actuelle aucune preuve formelle de l'existence d'un chamanisme préhistorique, tout comme il n'existe aucune preuve formelle du contraire. On peut donc en conclure que les rites funéraires de la préhistoire sont soit chamaniques, soit pré-chamaniques. Remonter au début de l'humanité est passionnant.
C'est à cette époque que tant de choses se sont jouées, comme notre apparence par exemple. Il n'y a plus aujourd'hui sur Terre qu'une seule espèce humaine, au sein de laquelle il n'existe aucune classification, car les variations génétiques entre les humains sont trop faibles pour qu'il soit possible de les différencier de manière précise. Il est important de noter également que la diversité génétique est plus importante entre des personnes issues d'une même population qu'entre des personnes issues de populations différentes. Je parle bien entendu du point de vue de la science, mais ces classifications existent au niveau culturel. Plusieurs systèmes de classification se sont succédés à travers les âges et ont alimenté la théorie encore bien présente de nos jours, selon laquelle il existe différentes races humaines, autrement dit, le racisme. À de rares exceptions près, dues à l'isolement d'un groupe d'individus qui l'empêche de rencontrer d'autres individus de la même espèce, les races n'existent pas dans la nature et sont l'apanage des animaux domestiques. Dans la nature, dès lors que la reproduction est biologiquement possible, les animaux se mélangent et s'hybrident même parfois entre espèces. L'hybridation naturelle ne représente d'ailleurs pas moins de 10% de la reproduction animale. Mais si les races humaines n'existent pas, pourquoi ne sommes-nous pas tous semblables? En réalité, nous sommes semblables, et nous le sommes tellement qu'il n'a jamais été possible d'isoler des gènes qui ne seraient présents qu'au sein d'une même population. Et l'origine ethnique n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de dons d'organes ou de sang. Nos différences se situent uniquement au niveau des apparences. La couleur de peau dépend de la mélanine, un pigment qui peut être brun ou jaune orangé et qui est avant tout destiné à la protéger du soleil. Il est donc très facile de comprendre pourquoi les populations originaires des pays chauds ont la peau plus foncée. On pourrait se contenter de cette explication, mais on sait depuis peu que les Homo sapiens se sont hybridés avec d'autres espèces humaines avant de les supplanter. Nos caractéristiques physiques pourraient donc également être liées à la présence dans notre génome d'autres hommes préhistoriques, comme Néandertal ou Denisovensis. Il est temps à présent de quitter la préhistoire. Vous avez écouté le podcast de la croquette. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans l'Antiquité.